signataires de l'appel du 29 mai en ce 14 juillet 2020 où nous nous trouvons ici rassemblés pour nous opposer à la politique délétère de la terrible Troïka qui a montré son incompétence dans la dernière crise du coronavirus, celle du pouvoir macronien, du CAC 40 et de la délétère Union européenne qui n'a pas su venir en aide aux pays européens comme l'Italie, comme l'Espagne et qui a montré son caractère de classe dans la crise du coronavirus. Nous sommes ici donc pour répondre à l'appel du 29 mai et à l'anniversaire cet appel qui faisait référence à l'anniversaire du vote du non au référendum bafoué de 2005 et pour construire un front antifasciste, populaire, patriotique et écologiste. Je vais maintenant appeler Jean-Luc Pugeot du club Penser la France. Chers amis, chers camarades, chers compagnons, quelle immense joie de se rassembler un 14 juillet, place de la Bastille. Immense joie que de célébrer en ces lieux le cri immense du peuple de Paris, liberté, égalité, fraternité. Le 14 juillet est une date bicéphale. Nous fêtons bien sûr la fraternité de la fête de la Fédération, premier anniversaire de la prise de la Bastille. Mais nous fêtons d'abord la révolte du peuple de Paris marchant à l'assaut de la Bastille. Oui, nous dit Charles Péguy, c'est la prise de la Bastille qui fut la première fête de la Fédération, une fédération avant la lettre. Immense événement. Ce jour-là, le peuple de Paris ne s'est pas levé pour renverser une Bastille de pierre, mais pour détruire la véritable Bastille, le Moyen-Âge, le despotisme, l'oligarchie, la royauté, rappelle Gambetta. Souvenez-vous, en ce début du mois de juillet 1789, le peuple de Paris était inquiet et agité. Des troupes étrangères, suisses et allemandes, s'assemblaient autour de Paris et de Versailles. Dans les jardins des Tuileries, où se tenait l'assemblée de la capitale, on haranguait sur les dangers de la patrie, on s'excitait à la résistance. Le peuple avait même délivré des gardes françaises, emprisonnées pour avoir refusé de tirer sur le peuple. C'est dans ce contexte de tension que Paris a pris le renvoi de Necker ce 12 juillet 1789. Necker, c'était celui qui avait osé dire non au roi quand celui-ci fit injonction à la nouvelle Assemblée nationale de se dissoudre, celle proclamée par le serment du jeu de paume 3 jours plus tôt. Necker avait aussitôt trouvé la sympathie de l'Assemblée, donc du peuple de Paris. À l'annonce de son renvoi, le peuple de Paris forma aussitôt des cortèges, portant le buste de Necker en triomphe. Les tambours parcouraient les rues en convoquant les citoyens. On se rassemblait sur les places publiques. Aux Tuileries, Camille Desmoulins s'enflamma. Citoyens, il n'y a point un moment à perdre. Le renvoi de Necker est le tocsin d'une Saint-Barthélemy de patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu'une ressource, c'est de recourir aux armes. Et Camille Desmoulins attacha une feuille d'arbre à son chapeau. La cocarde sera verte, une cocarde pour tous nous reconnaître. Aussitôt des troupes se forment, volontaires du Palais Royal, volontaires des Tuileries, partout les districts se réunissent. Il ne manque plus que les armes. Le 13 juillet au matin, le peuple s'assemble à l'hôtel de ville. On annonce des armes, 12 000 fusils de la manufacture de Charleville, puis 30 000, mais ils ne viennent pas. On remplace la cocarde verte par la cocarde rouge et bleue aux couleurs de la ville. Voilà le peuple marchant sur l'hôtel des Invalides. 28 000 fusils, des sabres, des épées et des canons déployés dans la capitale contre l'invasion des troupes. Au même moment, on apprend que les canons de la Bastille menacent la rue Saint-Antoine. À cette alerte, la crainte de cette forteresse, la haine des abus qu'elle protégeait, il n'y eut qu'un seul mot d'ordre dans tout Paris, de 9 h du matin à 2 h de l'après-midi. À la Bastille! À la Bastille! Les citoyens s'y rendaient de tous les quartiers par peloton, armés de fusils, de piques, de sabres. La foule qui l'environnait était déjà considérable.
Les sentinelles étaient postées, les ponts levés comme dans un moment de guerre. C'est alors que le député Thuriot de la Rosière demanda de parler avec le gouverneur de Launay et obtient l'engagement de la troupe de ne pas tirer. Mais la multitude impatiente, de plus en plus nombreuse, demandait la reddition. Des hommes plus résolus que d'autres frappèrent les chaînes du grand pont. Des tirs, puis la foule se précipita sur le grand pont qui venait de céder. La troupe fit feu. On releva beaucoup de morts. La foule redoubla alors de colère, avec à sa tête les braves Élie et Hulin. La résistance de la forteresse fut d'abord acharnée contre la foule déchaînée. C'est alors que les gardes françaises survinrent avec leurs canons pour appuyer l'assaut. La garnison menaça de tout faire sauter, puis se rendit. La foule fut implacable. Ils ont fait feu sur nos concitoyens, ils méritent d'être pendus. Point de quartier aux prisonniers, point de quartier à ceux qui ont tiré sur leurs concitoyens. Vous connaissez la suite. Des pics et des têtes au bout des pics. La nuit du 14 juillet fut agitée dans Paris, révoltée. Craignant l'attaque des troupes étrangères, on forma des barricades, on ouvrit des retranchements, on dépava des rues, on forgea des pics et on fonda des balles. Voilà ce que fut la journée du 14 juillet 1789. 14 juillet, date sacrée, vraie date de la Révolution, celle qui a fait tressaillir la France. On comprend que ce jour-là, notre Nouveau Testament nous a été donné et que tout doit en découler, dira Gambetta. 14 juillet, brillant anniversaire, première victoire de la Révolution. À tel jour, le peuple brisa ses fers pour la première fois. Cette nouvelle illumina le monde entier. 14 juillet, fête nationale, fête républicaine. 14 juillet, c'est la France qui se fête elle-même. Ainsi, depuis, l'histoire de France est riche de ces célébrations. C'est la colonne de juillet dressée ici même, en mémoire des morts de juillet 1830 et des morts de juillet 1789. Ce sont aussi les célébrations, celles du 14 juillet 1935. Comme lors du 14 juillet 1789, où le peuple de Paris a démoli pierre par pierre le donjon royal, en ce 14 juillet 1935, le peuple est résolu à donner l'assaut aux Bastilles survivantes. Bastille du fascisme, Bastille des lois scélérates, Bastille de la misère, Bastille des congrégations économiques et financières, Bastille de la guerre que 150 ans de lutte ardente et 4 révolutions n'ont pas pu abattre, rappelle Victor Bache, président de la Ligue des droits de l'homme. Ou celle de 1936, ce qui s'est réveillé dans l'inoubliable journée du 14 juillet 1936, c'est l'esprit éternellement jeune de la Révolution française, l'esprit de 89. Mais aujourd'hui, c'est quoi le 14 juillet? Quelle signification donnons-nous à cette espérance adressée à l'humanité? D'ailleurs, voulons-nous poursuivre l'insatiable quête de justice et d'émancipation des hommes de tous les hommes? En un mot, voulons-nous vraiment continuer la France? Mais qu'est devenue la France? Que sont devenus les Français, ce peuple de l'impatience de la liberté? Qu'avons-nous fait de notre capacité à penser et à agir? Pourquoi avons-nous choisi d'effacer les traces, comme le dénonçait Bertolt Brecht? Qui nous l'a ordonné? Dans quel objectif? Alors que nous savons, avec Albert Camus, qu'il n'y a pas d'homme solitaire et que mettre à la racine de l'homme la détermination économique, c'est le résumé à ses seuls rapports sociaux. Ne voyons-nous pas aujourd'hui ce qui nous guette? À tout oublier, y compris nos luttes mémorables. Ce qui nous guette d'abord et avant toute chose, c'est notre propre effondrement. Tout aujourd'hui nous renvoie à cet effondrement individuel et collectif. Vous en doutez? Souvenez-vous de ce printemps 2020 et de la crise du Covid-19. La France s'est révélée tiers-mondisée par des années de politique néolibérale. Mais qu'avons-nous fait des promesses du contrat social français? La responsabilité des pouvoirs en place est totale. Sourds aux appels des professionnels de santé et de l'éducation, les pouvoirs en place ont obstinément poursuivi la transformation des services publics et de leur mission,
mises en œuvre insidieusement et vigoureusement par des agences gouvernementales chargées de les convertir aux logiques néolibérales, dénonce Roland Gori. Et cette responsabilité, il la taise, celle de la crise de l'hôpital et de ses dispositifs de soins générés par leur politique d'austérité, produisant des brèches dans le système de protection des populations et dans lesquelles le virus a pu s'infiltrer. Pire, l'hygiène devient une morale, une pédagogie des conduites. Elle permet la mise en place de dispositifs de surveillance, de contrôle et de normalisation dans la conduite des individus, dénonce une nouvelle fois Roland Gori. Et le tout imposé par des gouvernements technocratiques, les pires, avec leur langage administratif, de ceux qui accompagnent l'effondrement de l'esprit, incapables de prononcer une seule phrase, qui ne fut pas un cliché, comme le dénonçait en son temps Hannah Arendt. Fascisme, proto-fascisme, notre système politique n'est plus démocratique. Il n'y a plus de gouvernement, il applique la feuille de route de Bruxelles. Il n'y a plus de parlement, il transpose les textes imposés par Bruxelles. Il n'y a plus de justice, elle applique le droit de l'Union européenne, supérieur à tout l'ordonnancement juridique français. Ils ont beau changer les gouvernements, rien ne change. C'est du nouveau toujours vieux et du vieux toujours nouveau, selon la formule de Blanqui. Alors que faire? Nous devons réapprendre à refaire France, à refaire nation. Il faut ensemble, il nous faut abattre toutes les nouvelles Bastilles. Abattre la Bastille de l'Union européenne qui soumet les peuples libres. Abattre la Bastille de l'OTAN qui soumet nos armées. Abattre la Bastille de l'euro qui détruit notre économie, nos emplois, notre industrie. Oui, il nous faut abattre toutes ces Bastilles nouvelles. Et nous le ferons, nous ne le ferons qu'en renouant avec l'esprit de 89. Pour cela, un seul programme. Il faut redonner la parole au peuple. Il faut redonner sa pleine souveraineté au peuple réuni en nation. Là est la seule voie politique de libération. Pour cela, un seul outil. Un seul outil. Il nous faut préparer l'émergence d'une nouvelle résistance. Celle qui rappelle que tout ordre social et politique doit avant tout reposer sur l'humain. C'est ce qui fonde l'action du nouveau Conseil national de la résistance, le nouveau CNR. Car oui, l'héritage du Conseil national de la résistance est riche de leçons politiques pour les jours que nous vivons. Et comment, en ce jour particulier, ici, place de la Bastille, ne pas penser en cet instant à ces 14 juillet rayonnants, ce que fêtaient là-bas, sur le plateau des Glières, ces femmes et ces hommes courageux que nous admirons tant. Ils avaient au cœur l'amour de la France, le souci de l'indépendance nationale et de la liberté. Cette liberté que précisément ici même, le peuple de Paris a magnifiquement illustrée, annonçant au monde entier la naissance d'une nouvelle ère, celle de l'émancipation des hommes, de tous les hommes. Voilà tout ce que nous fêtons aujourd'hui, place de la Bastille. Le 14 juillet 2020 se résume ainsi d'un mot, d'un seul mot d'ordre. Il nous faut renouer avec l'esprit de 89. Entendez-vous alors l'écho? À la Bastille, aux armes! À la Bastille, aux armes! À la Bastille, aux armes! Merci. Bravo. Merci à Jean-Luc Pujon, qu'on peut continuer à applaudir pour ce magnifique discours. J'appelle maintenant Gwenaëlla Caprani pour le collectif Citoyens Souverains. Merci, bonjour. Donc Gwenaëlla Caprani pour le collectif Citoyens Souverains. Le 14 juillet 1790, à Paris, les Français commémorent en grande pompe le premier anniversaire de la prise de la Bastille. La fête nationale du 14 juillet perpétue le souvenir de cette fête
qui elle-même commémorait la prise de la Bastille. Le 14 juillet 1790, l'Assemblée nationale était constituante, les structures administratives ont été modernisées et un projet de monarchie constitutionnelle a été mis sur pied. 230 ans plus tard, le 14 juillet 2020, nous sommes dans une séquence de durcissement de la lutte des classes. Depuis la demi-victoire de 1995, et malgré les luttes légitimes et courageuses qui se mènent sans pause depuis la loi travail, aucune victoire ne peut être célébrée. Les pétitions, les appels, les vœux pieux n'ont jamais eu beaucoup d'effet. Mais aujourd'hui, plus sûrement que jamais, ils finissent évaporés dans l'indifférence. En face, non seulement ils disposent de tous les moyens, mais en plus ils se coordonnent pour renforcer leur pouvoir. Et comme toujours, c'est l'adversaire qui fixe le niveau de puissance sur lequel nous devrons aligner la puissance de l'alternative. Tous, acteurs politiques, syndicaux, associatifs, gilets jaunes, sur la base de nos hétérogénéités respectives, nous n'avancerons pas sans nous être retrouvés autour de mots d'ordre communs. Sans regret, nous laisserons les classes nuisibles se vautrer dans la supercherie du projet européen. Même ripolliné en vert, l'UE laisse les peuples seuls face aux dangers du fascisme. Nous avons besoin de reprendre le contrôle démocratique et citoyen de toutes les institutions. Nous avons besoin de reprendre le contrôle sur nos vies et pour ce faire, la bonne échelle, la plus pertinente est l'échelle nationale. À cette échelle, si on veut bien cesser de considérer les citoyens comme des êtres de besoin, réduits à quémander du pouvoir d'achat, si on veut bien enfin considérer les citoyens comme des producteurs responsables, capables d'œuvrer en faveur du bien commun, alors on peut envisager les victoires. Le dispositif politique reste à concevoir. Pourtant, nous savons déjà qu'il devra respecter la maturité politique contemporaine. Il devra être horizontaliste et coordonné. Au plus vite, nous devrons nous débarrasser des poisons qui consument nos énergies et les remplacer. En finir avec le chantage à l'emploi et le cynisme entretenu par le marché du travail capitaliste, en instaurant une garantie économique générale pour tous en droit du sol. L'association Réseau Salariat porte cette idée sous le nom de salaire à vie. Si le nom ne vous plaît pas, faites marcher vos neurones pour en trouver un autre. Destituer le droit de propriété lucrative des moyens de production, en écrivant au niveau national le droit d'usage des moyens de production. En finir avec les actionnaires et les financiers qui décident seuls de ce qui peut être produit, en instaurant un circuit de subventionnement des investissements. Il s'agit d'instituer un contrôle social et collectif des moyens de production. Pour conclure, et pour un grand pas dans le sens du progrès de l'humanité, n'acceptons plus d'être traités comme de la merde, d'être contraints de vivre au rythme du capital, dans un environnement salopé pour servir les profits du capital. Ils sont coordonnés pour nous maintenir sous le joug. Aujourd'hui, il nous faut trouver au plus vite un dispositif de coordination qui nous permette de reprendre le cours de notre histoire émancipatrice. Bravo à Gwenaëlla Caprani pour le collectif Citoyens Souverains, qui a courageusement parlé du contexte terrible dans lequel nous nous trouvons, malgré le bruit des sirènes qui couvrait parfois sa voix. Car en effet, répondre à l'appel du 29 mai, c'est aussi lutter contre un phénomène bien réel qui s'empare de l'Europe et d'Asie et de l'Amérique, qui est celui de la fascisation, contre lequel le Front populaire, le FRAPP, le Front antifasciste, patriotique, populaire et écologiste est le seul moyen de lutter efficacement, comme l'histoire nous l'a appris. J'appelle maintenant Fatih Kassem pour le pôle de Renaissance communiste en France. Merci Manon. Bien, déjà bonjour à toutes et tous, chers concitoyens, chers amis, chers camarades. Merci d'avoir répondu présent à cet appel du 14 juillet 2020 qui effectivement se passe dans des conditions assez difficiles sur le plan sonore.
ce qui traduit malheureusement de plus en plus la fascisation dont vient de parler Manon. Cette fascisation qui vise à justement éradiquer tout le mouvement populaire, toutes les luttes qui sont menées et qui sont là pour résister contre l'eurodestruction des conquêtes sociales et démocratiques, c'est-à-dire quoi? Du Code du travail, de la SNCF, d'EDF et GDF, tout ce qui est les aéroports de Paris, également la sécurité sociale fondée en 1945 et mise en application par les ministres communistes, à commencer par Ambroise Croizat. On peut penser aussi aux retraites par répartition. Souvenons-nous de l'énorme mouvement qui avait débuté le 5 décembre et qui a été interrompu, on le sait pourquoi, par la suite. Alors ce 14 juillet est particulier, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le 14 juillet était simplement réservé au président de la République qui se mettait en avant avec son défilé militaire, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose, un événement non négligeable et qui doit être fondateur. Fondateur pour la suite. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis bien longtemps, le 14 juillet est populaire. Populaire parce que vous avez eu la manifestation des personnels hospitaliers, mais pas seulement des personnels hospitaliers, des gilets jaunes qui sont dans la rue depuis pratiquement 2 ans et qui se sont fait matraquer, éborgner, gazer chaque samedi depuis le 17 novembre 2018, jour de la première manifestation des gilets jaunes, que nous sommes tous dans le fond. Nous sommes tous des gilets jaunes aussi. Pourquoi? Parce que les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? Mais c'est la continuation du combat qui avait été mené sous la Révolution française, que l'on pense aux sans-culottes, que l'on pense aussi aux communards en 1871. Nous sommes ici à la place de la Bastille, et si vous regardez sur le sol, vous trouverez à un moment donné l'inscription 1871, ce n'est pas rien, c'est le peuple qui se révolte, ce sont les classes populaires qui se révoltent contre toi. Contre quoi? Oui, contre toutes les Bastilles. Contre toutes les Bastilles dont on a parlé. Alors bien sûr, la Bastille monarchique, car nous sommes encore en monarchie, et même en tyrannie. En tyrannie, puisque le tyran Macron, de toute façon, comme il l'a si bien dit en mars 2018 en Inde, et surtout, ne respectait jamais les règles. Ça, il sait le faire. Il viole les lois, il viole les règles, avec un seul objectif, détruire le peuple de France et toutes ces conquêtes qui ont été obtenues, non pas par le dialogue social, qui n'existe pas. Le dialogue social est une invention pure et dure pour enfermer, endormir les travailleurs en lutte. Mais par la lutte, justement. C'est par la lutte qu'on obtient toutes ces conquêtes-là. Et j'insiste dessus parce que ce 14 juillet, c'est pour la première fois un mouvement populaire qui a émergé en ce jour particulier. Ce jour particulier parce que le 14 juillet, c'est la révolution. C'est pas d'abord la manifestation des armées, etc. Non, c'est d'abord la révolution. Le peuple qui se révolte pour exister et pour obtenir sa souveraineté. Car un peuple souverain, c'est un peuple qui est maître de son destin, qui est libre de décider. Pour décider quoi? Décider justement politiquement de vivre en commun. Car n'oublions pas que ce grand mouvement des conquêtes sociales et démocratiques, il a bel et bien commencé déjà même avant 1789. Mais il s'est accentué en 1789, en 1793, avec la révolution jacobine et des sans-culottes, en 1830, lors des Trois Glorieuses, lorsque les 27, 28 et 29 juillet 1830, le roi Louis XVIII, Charles X d'ailleurs, a été chassé du pouvoir, et puis 1848, 1871, 1936, 1945, 1968, et toutes les dates récentes. Toutes les dates récentes de tous les combats qui ont été menés par les Gilets jaunes, par les syndicalistes de combat, par aussi toutes les forces politiques, progressistes, insoumises, communistes, patriotes antifascistes, qui ont en commun de récupérer, de gagner la souveraineté nationale et populaire, j'insiste sur le populaire. Parce que comme le disait si bien Georges Politzer, la nation c'est le peuple. Oui, c'est le peuple en lutte. C'est le peuple en lutte qui est là pour retrouver sa souveraineté. Comment ? En finissant une bonne fois pour toutes avec l'Union européenne. Cette véritable machine à détruire toutes les conquêtes qui ont été obtenues par les travailleurs dans la lutte. Avec l'euro, cette euro-austérité, cette monnaie qui est là pour justement imposer toutes les contre-réformes, toutes les contre-révolutions dont est victime désormais le peuple français. Avec l'OTAN qui déploie désormais ses soldats depuis 10 jours à La Rochelle. Pourquoi? Pour mener à la guerre notamment contre la Russie, un partenaire historique. Et enfin, pour en finir une bonne fois pour toutes, avec l'ordre capitaliste. Et je dis bien l'ordre, car il s'agit d'un ordre économique, social, politique, juridique, culturel, qui est là pour aliéner l'ensemble des travailleurs et qui désormais mène tout simplement à l'extermination, à l'exterminisme et de la planète et des travailleurs, ce que Marx disait déjà en son temps, en rappelant très bien que le capitalisme, il ne peut se développer qu'en détruisant les deux bases de ce qui constitue la richesse, la terre et les travailleurs. Alors,
nous sommes très heureux au pôle de Renaissance communiste en France, ainsi que les jeunes pour la Renaissance communiste en France, de partager le combat avec les citoyens souverains, avec les COP Penser la France, avec l'ensemble des autres forces insoumises, patriotiques, antifascistes, qui veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ainsi que du capitalisme, mais aussi avec les syndicalistes de combat. Et nous avons une pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui et qui vous adressent un salut fraternel, à l'image par exemple de Cédric Lichty, de CGT Énergie de Paris, ou de Béranger Cernon de la CGT Paris-Gare de Lyon des cheminots. Une pensée à eux, une pensée aussi à tous les gilets jaunes que nous sommes, qu'ils sont, qui se battent tout le temps pour défendre nos droits et qui sont là pour rappeler que le 14 juillet, c'est avant tout la victoire du peuple sur sur le pouvoir des tyrans. Plus que jamais, rassemblons-nous au sein de son grand front antifasciste, patriotique, populaire et écologiste. Proclamons la nécessité d'en finir avec tout ce qui a servi la souveraineté nationale et populaire, l'Union européenne, l'euro, l'OTAN et le capitalisme. Ce n'est que tous ensemble et en même temps que nous vaincrons. La lutte continue. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Un grand bravo au camarade Fadi. Bon, notre rassemblement touche à sa fin. Je ne peux vous inviter qu'à signer l'appel du 29 mai.